Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews autour des thèmes environnement, culture et droits humains. Si ce podcast vous plaît, merci de soutenir mon travail à partir de 3 € par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode. Aujourd'hui, sur So Sweet Planet, je reçois Fabrice Nicolino pour parler de son nouveau livre, un gros livre passionnant. Ça se lit comme un roman policier et malheureusement, c'est pas de la fiction. Le titre, c'est L'eau qu'on assassine, avec en sous-titre PFAS, pesticides, microplastiques, cosmétiques, médicaments. Point de suspension, malheureusement il faut des points de suspension. Je vais comme souvent lire en introduction la 4e de couverture qui va vous résumer très bien, chères auditrices et auditeurs, le sujet du livre, les sujets du livre, parce qu'en fait le sujet c'est très vaste. Alors je commence. C'est un basculement historique, un vrai. L'eau potable, celle que l'on reçoit au robinet, a longtemps été un miracle, la preuve d'un grand progrès pour tous. Mais voilà que le signal s'inverse, car les pollutions cumulées de la chimie de synthèse l'ont transformée en un produit industriel. Tous les spécialistes, tous les distributeurs d'eau savent qu'il n'est plus possible d'arrêter les innombrables molécules en circulation. Ils le savent, mais le testent encore, car il n'y a plus guère qu'une solution: casser le thermomètre, modifier en catimini les normes pour faire croire que l'eau est encore de l'eau. Or, ce n'est pas vrai, ce n'est plus vrai. Bien au-delà, ce livre montre à quel point l'eau des nappes, des rivières, de la pluie, celle qui pénètre le sol, irrigue l'agriculture intensive, abreuve les golfs et les piscines, fabrique la neige artificielle, refroidit le nucléaire et les data centers, est proprement assassinée. Par qui ? Une vaste coalition, décrite par le menu, mêle les multinationales de l'eau, les grands ingénieurs d'État et des politiciens indifférents à cette question pourtant vitale. Le tout sur fond de corruption, de renvoi d'ascenseurs et de copinage endogamique. C'est grave ? Très, parce que nous sommes tous de l'eau. Notre cerveau en contient 80%. Il faut changer et vite. L'eau ne peut plus être un dépotoir. Elle est notre bien commun, un bien sacré. Ce n'est plus l'heure de parler encore, mais d'agir. Nous devons devenir des Fremen, ces habitants de la planète Dune qui considéraient toute atteinte à l'eau comme un crime. Ce livre, donc, dont nous allons parler aujourd'hui, est paru récemment, là, au mois de mai, aux éditions Les Liens qui libèrent. Très bonne maison d'édition. Fabrice Nicolino, bonjour. Bonjour à toi. Alors, le livre, il est... J'avais un peu peur, en fait, parce que déjà, j'ai fait un sujet récemment avec Charlène Descolonges, déjà sur l'eau, que l'eau, comme beaucoup de gens, bizarrement, comme ça, vu de loin, alors que c'est très proche de nous, puisque c'est même en nous, ça ne m'attirait pas spécialement, je ne trouvais pas ça très passionnant. Par contre, évidemment, tout ce qui menace la survie du vivant sur So Sweet Planet, on trouve ça assez passionnant parce qu'il y a urgence, on le voit dans tous les domaines. Donc, ce livre, je m'y suis plongée assez vite avec délectation parce qu'en fait, même si le sujet et le livre est rempli en fait d'informations très précises, c'est un vrai travail d'enquête, mais le ton, dès le début en fait, tu as choisi un ton qui est justement et heureusement d'ailleurs sympathique, où tu tutoies ton lecteur, tu lui parles comme à un ami, avec bienveillance. Ça arrondit un peu les angles, si je peux dire, et ça facilite en fait la lecture, et puis on rentre dedans, et puis après, évidemment, on se laisse porter. Quelques mots peut-être sur ce ton que tu as choisi ? Oui, ça m'a paru évident. J'ai pas eu beaucoup à réfléchir parce que, pour la raison que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire on est constitué d'eau, et parce que nous sommes de l'eau, parce que l'eau nous réunit tous, il me semblait facile et heureux, profondément nécessaire de m'adresser à quiconque accepterait de me lire comme je le ferais avec un ami, quoi. Parce que d'une certaine manière, l'eau nous réunit tous comme des amis, hein. Oui,
On va peut-être commencer un commencement. En tout cas, quand et comment as-tu commencé à t'intéresser à l'eau? Parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, je m'apercevais que tu étais depuis longtemps sur le sujet, déjà parce que tu cites des travaux que tu as fait précédemment pour des médias ou déjà sur ce sujet, mais aussi parce que tu remontes dans les sources, notamment au niveau des histoires politiques et alors là, c'est quand même, c'est dingue, hein, c'est édifiant, hein, c'est désolant même, hein. C'est vrai que Oui, dans une époque, on a tendance à se dire, oui, désolant. les gens croient plus en la politique. C'est vrai que ça aide pas, mais en même temps, il faut quand même prendre conscience pour justement et peut-être changer un jour les choses. Donc, quand et comment as-tu commencé à t'intéresser à l'eau? Mon Dieu, j'aurais du mal à te répondre avec sincérité. J'ai l'impression de, enfin, je n'oserais pas dire que je m'y intéresse depuis toujours. Ça serait faux. Mais disons, je suis un peu un vieux briscard de toutes ces questions. Je m'y intéresse depuis fort longtemps. Et en effet, l'évoquais, mais dans ce livre, j'étais surpris. J'étais pas volontaire. Je suis tombé un jour par hasard sur un vieux journal auquel je collaborais en 1900, au printemps, oui, 1989. Donc, si je ne m'abuse, ça fait 36 ans, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, 36 ans en effet. Oui. Et dans ce journal, j'avais fait une enquête au long cours, et c'était la couverture du journal, et le titre c'était Menace au pluriel sur l'eau, et j'ai eu vraiment, vraiment, sans mentir, j'ai eu la stupéfaction en ouvrant ce vieux journal pour lequel j'avais écrit donc cette enquête, de découvrir que toutes les questions, pratiquement toutes les questions abordées dans mon livre, pas toutes peut-être, mais disons les principales, eh bien étaient déjà en question en 1989 et ça m'a fait mal, disons, mais franchement ça m'a fait mal, ça m'a fait souffrir parce que je me suis dit nom de Dieu. 36 ans en arrière et on en est encore là, mais bon, et donc on peut dire déjà que je m'y intéresse Oui. depuis 36 ans, ça c'est sûr. Mais j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie des gens qui m'ont fait beaucoup réfléchir à ces questions. Oui. Il y avait un professeur du Muséum national d'histoire naturelle, hein, une personnalité vraiment exceptionnelle, Jean-Claude Lefebvre, qui était qui était un des meilleurs connaisseurs des Oui, que questions de tu l'eau. cites, hein. Oui. Oui, c'est un grand, grand personnage qui est décédé, hélas, l'an passé. Mais Jean-Claude, c'était un homme qui m'a aidé à comprendre, à voir des choses. Par exemple, à l'époque, il y a presque 40 ans, il m'avait parlé une fois des micropolluants. Je ne voyais pas ce que ça voulait dire. Je vais être sincère, je ne comprenais pas de quoi il me parlait. Il me disait, c'était Lefebvre, Jean-Claude, c'était un homme qui avait découvert le problème des nitrates dans l'eau dans le cadre de ses études scientifiques. C'était dans le bassin de la Vilaine, donc en Bretagne, et il avait découvert ça en 1970. Il s'était rendu compte qu'il y avait des petites concentrations de nitrates. À l'époque, c'était ridicule, c'était 5 mg de nitrate par litre d'eau de la rivière, et ça l'avait effrayé parce que lui avait parfaitement compris, évidemment, d'où venaient ces nitrates, c'est-à-dire essentiellement l'agriculture intensive et les élevages industriels, et donc il avait compris que ça allait déferler parce que les élevages se multipliaient et il savait très bien que ça allait conduire à une situation très difficile. Et cet homme, qui était vraiment, vraiment un homme d'exception, avait pris son bâton de pèlerin. C'était pas un homme rentre dedans, tu vois. C'était pas un type pas un type comme moi. Je veux dire, il était beaucoup plus sage que moi. Mais il faut de tout pour faire un monde. Ouais, exactement. Le monde est un écosystème, faut jamais l'oublier. Ouais. Et donc lui, Jean-Claude, il est allé voir les responsables, il est allé parler, dire ceci, cela, ça va mal se passer, etc. Et on lui a ri au nez. Enfin, j'ai les grands ingénieurs d'État qui dirigeaient le secteur de l'agriculture, les ingénieurs du génie rural et des eaux et forêts, et puis des préfets, etc. Il a fait son job, un job merveilleux de scientifique citoyen, et on lui a ri au nez. Et puis donc, je le retrouve un peu plus tard, où il me parle de micropolluants, et je ne voyais pas de quoi il me parlait. Et de quoi me parlait-il? Il me parlait du déferlement de la chimie de synthèse, c'est-à-dire de l'apparition dans l'eau de molécules bientôt innombrables, inventées, mises au point dans des laboratoires. C'est-à-dire, il faut comprendre que cette chimie de synthèse produit des molécules qui n'ont jamais été créées, qui n'ont jamais existé, qui n'ont jamais été imaginées par la vie, Oui.
depuis le début. Qui C'est-à-dire, n'existe pas dans la nature. non, ça Ouais. n'existe pas dans la nature, et donc évidemment la nature et nos organismes sont absolument incapables de faire face à ces nouveautés radicales. Et voilà, donc tout ça pour te dire, pour en revenir à la question de tes parcs, je m'intéresse à ce sujet depuis fort longtemps, et puis j'ai été mêlé de très près un peu plus tard. Non, non, c'était à peu près la même époque. Non, non, c'était la même époque. J'ai été mêlé de près avec infiniment de plaisir, de bonheur même, à une grande bagarre qui s'était menée à la fin des années 80 contre l'installation de barrages, de grands barrages sur la Loire, hein, et ses affluents, qui étaient vraiment qui m'est vite apparu comme une tragédie possible, et par miracle, grâce à la qualité profonde des gens qui étaient derrière cette bagarre, par miracle, cette bagarre a été gagnée. C'est-à-dire les Oui. barrages n'ont jamais été construits. Oh, quelle Mais joie, comme pas quelle mal joie. des, parce que j'ai vu que tu as un parcours assez militant aussi, hein, Oui, c'est difficile en fait enfin, ça paraît même aujourd'hui un peu, ça paraît très très bizarre d'avoir autant conscience des choses et de ne pas agir, bien que faire un livre, c'est vraiment agir aussi. Et alors, dans les batailles auxquelles tu as participé, que tu évoques brièvement, c'est quand même des batailles parce qu'il faut le dire, parce que là, quand on lit, quand on va parler du livre, on parle plutôt de choses qui fonctionnent pas bien et bon, malgré toutes les alertes, malgré un tas de choses qu'on va détailler un peu, mais le Larzac, il y a eu des résultats, une issue positive. Plogoff, j'ai vu le documentaire d'ailleurs, il y a eu un documentaire sur ce long combat là oui, oui, contre plein l'installation de de choses, cette oui, centrale nucléaire. tout à fait, oui. Donc, Oui, ça a été des victoires. Bon, et le problème, c'est ce qui est un peu, comment dire, décourageant. je dirais problématique, c'est que c'est pas c'est des batailles Plogov comme Larzac qui ont été acquises grâce à un changement de gouvernement. Mm, C'est la victoire de Mitterrand en 1981 qui a oui. permis et à la fois de sauver le plateau du Larzac et d'interdire, d'empêcher la construction d'une centrale nucléaire à Plogov, tout près de la Pointe du Raz, un des plus beaux Oui, endroits de France. en Alors, Bretagne donc, comme le oui, en nom Bretagne, l'indique. oui, absolument en Bretagne, oui. Oui. Alors voilà, mais bon, je suis partagé. Je te dis franchement, je suis partagé. À la fois, j'aurais préféré une bataille de ce genre soit gagnée vraiment sur le terrain, plus que par la politique, parce que la politique, ça va, ça vient, et donc c'est jamais complètement. Oui, et les luttes s'enchaînent, hein. J'avais fait un podcast aussi sur un livre, avec un des auteurs du livre, une histoire des luttes environnementales, enfin Ah une oui, oui, histoire oui, non oui, je l'ai vu. exhaustive. Je crois que je l'ai lu ce bouquin. Ouais, ouais. Et c'est très intéressant parce qu'il y a deux, trois pages par lutte, et pas qu'en France d'ailleurs, ça aussi j'avais trouvé ça assez intéressant. Et finalement, c'est assez décourageant parce qu'on se dit, mais on recommence tout le temps, quoi. Et Oui, on parce gagne que là, mais finalement, on gagne des batailles, mais pas la guerre. oui, enfin, à mon avis, on perd la guerre. On gagne quelques batailles, mais on perd la guerre. Oui, parce que on va, à mon humble avis, mais ça nous mènerait trop loin dans le cadre de ton Oui. podcast, mais je pense on ne pose pas les questions, les vraies questions qui fâchent. C'est-à-dire, on a dit 100 fois et 1000 fois et davantage que ce qui était en cause, tout de même, c'était notre mode de vie, notre façon de vivre, c'est-à-dire les biens qu'on accumule, et ça va de la bagnole à l'ordinateur, au téléphone portable, au séjour Mm, à la neige, et ainsi de mm, suite. C'est ce mode de vie qui est désastreux pour les équilibres écosystémiques. Et comme personne, aucun politicien et aucune force politique, du reste, je dis bien aucune force politique, il n'y en a pas une seule qui trouve grâce à mes yeux, pour être oui. sincère, Mm. parce qu'aucune n'entend mettre en cause cette façon de vivre. Je me souviens, en 1992, il y a eu le premier sommet de la Terre de Rio, donc au Au Brésil, Brésil, oui. et le président américain de l'époque, George Bush, non pas W. Bush, le père du deuxième, lui aussi président en 2001, mais là on était en 92, et George Bush avait fait cette déclaration qui restait gravée, vraiment au fronton de beaucoup d'institutions du monde: le mode de vie américain n'est pas négociable. Il avait dit Mm. ça.
Ah Oui, oui. tu vois ce que je Bah, veux dire? tout est C'est-à-dire, dit, oui. et en effet, aucun politicien en France ni ailleurs n'entend mettre en cause la mondialisation des échanges. Voilà. En ce moment, je m'intéresse beaucoup au fait brut et brutal que des t-shirts qui sont fabriqués dans des conditions d'épouvante au Bangladesh sont vendus 3 francs 6 sous en France. Mm, mm. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, c'est... Voilà, voilà, j'arrête Oui. là. J'arrête là. Alors, donc, ce livre nous détaille, entre autres, comment en quelques décennies, quelques humains aux motivations peu louables ont réussi à nous massacrer ce bien exceptionnel. Enfin, je dis entre autres parce que Hum, c'est abordé par plein hum, d'angles différents. La responsabilité ne repose pas que sur les épaules de ces quelques humains, mais enfin, quand même pas mal, d'après ce que j'ai compris. hum. Donc, qui ont réussi à nous massacrer ce bien exceptionnel, ce bien indispensable à notre vie d'humain et à la vie tout court sur cette planète. Donc, c'est assez écœurant et révoltant hein, de plonger dans tout ça. Et C'est... ouais, je pense que d'abord, prenons l'exemple des politiciens. Je veux dire, je sais bien que c'est pas, moi, ça me plaît pas pas de dire les politiciens comme, mais la vérité, c'est qu'on peut dire les politiciens. Il y en a pas un seul qui montre un intérêt pour les questions dont on est en train de parler. Donc, en effet, les politiciens jouent un rôle très important mais il faut comprendre. C'est simple à comprendre en fait. C'est pas très compliqué. Et prenons l'exemple d'un ministre quelconque. Quel est son but? Son but, il est pas caché. C'est de rester ministre ou de monter encore plus haut, ou en tout cas de ne pas perdre sa place dans l'édifice politique. Donc il s'entoure dans son cabinet ministériel de gens qui sont là absolument à son service exclusif, qui sont là pour défendre sa carrière et son image. Et par ailleurs, tu le sais comme moi et tout le monde, tous ceux qui nous écoutent le savent, un ministre, il va passer de l'agriculture à l'éducation Ah oui, nationale ça c'est assez sidérant, au oui. bout de 2 ans. Mm. Donc, si tu veux, il ne connaît rien à ces Oui, il y histoires. a un Et en problème de fait, compétence. Hein. ceux Mm. qui décident, ceux qui décident derrière, c'est ce qu'on appelle les administrations centrales des ministères, c'est-à-dire des gens qui travaillent, eux, en permanence et tout au long de leur vie, en général, dans les ministères. Et au sommet de ça, il y a des ingénieurs d'État. C'est une histoire qui est très peu connue et je ne peux pas évidemment m'étendre sur le sujet, mais c'est crucial. C'est-à-dire qu'il y a une structuration, si j'en peux employer un grand mot, de la décision publique. La décision publique, elle appartient à quelques personnes, à quelques centaines de personnes qui sont des grands ingénieurs d'État, qui sont des ingénieurs des mines, des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs du génie rural et des eaux et forêts, un corps qui a rejoint le corps des ponts en 2009. Et Oui, ces tu nous fais gens-là, tout l'historique oui, d'ailleurs, et c'est mais c'est passionnant. très Hein. Oui, important, oui, oui, c'est mais c'est très vraiment important, on important. C'est, comprend mieux. c'est Oui. ce que disait Pierre Bourdieu, comment dire, décrivait ces grands corps d'ingénieurs d'État comme la noblesse d'État. Ça veut tout dire, parce que ce sont des corps qui existent depuis avant la Révolution française, qui ont survécu à toutes les crises, à toutes les guerres, à toutes les révolutions, et c'est eux qui décident pour aller vite. Et comme les politiciens sont indifférents, évidemment, quand surgit un problème, ce ne sont pas des malandrins, les ingénieurs. Je veux dire, ce sont des gens qui ont une culture technique, pour ne pas dire technicienne, qui les empêche de considérer l'eau comme un écosystème à part entière, et qui leur fait croire, qui leur a fait croire, qui leur fait croire encore aujourd'hui que l'eau, fondamentalement, c'est un fluide, c'est une tuyauterie au service des besoins humains. Or, l'eau, c'est évidemment pas ça. C'est 100 fois plus complexe que ça, 1000 fois plus complexe, 10 milliards de fois plus complexe. Donc, quelque chose ne va pas. Alors, il y a des malandrins, il y a des voleurs, il y a des corrompus et des corrupteurs, c'est sûr et certain. Je veux dire, il y a l'histoire des grandes compagnies de distribution de l'eau, les privées, que ce soit Veolia, la SOR ou Suez. Elles sont, c'est des histoires remplies de cas de corruption, disons-le franchement. Et c'est fatal parce que la concurrence est féroce. Il faut se battre pour avoir des contrats d'eau auprès des municipalités, auprès des régions, auprès des pays, puisque en fait c'est un négoce international. Et quand ces groupes-là, qui sont surpuissants à tout point de vue, quand ils rencontrent quelqu'un qui peut décider de l'attribution d'un marché d'eau, bah, est-ce qu'ils auraient quelle raison auraient-ils d'hésiter?
Le cas le plus flagrant dont je parle dans le livre, c'est celui d'Alain Carignon, qui avait été ministre de l'Environnement, figure-toi. Il était ministre de l'Environnement en 1987, et en 1988, il était maire de Grenoble, et après, il n'était plus ministre quand car il a vendu l'eau de Grenoble, qui était une régie publique avec une eau d'excellente qualité. Il a vendu ça à une des compagnies de l'eau lyonnaise, qui maintenant fait partie de Suez, et pour cette raison-là, il a quand même fait 4 ans de prison. Tu imagines, un ancien ministre de l'Environnement, j'insiste, qui se retrouve en prison pour avoir vendu l'eau de sa ville. C'est effarant, c'est effarant. Et alors là, des exemples, tu en donnes beaucoup, des exemples très précis, pas pour donner des exemples pour cracher sur un tel ou un tel, mais parce qu'en fait, en déroulant tout cet historique, soit dont on a eu connaissance en tant que citoyen, mais qu'évidemment on a oublié, là, de relier toute cette histoire avec qui était à quel poste. Ensuite, ils disparaissent, ils ont des casseroles, et puis ils réapparaissent ailleurs. Oui, c'est affreux. C'est vrai que c'est assez inquiétant. Donc, tu retraces tout l'historique, c'est très détaillé, très dense, c'est captivant. Les rebondissements sont dignes donc d'un roman policier, et ça permet de mieux comprendre. Parce que même, tu parles de Vivendi, de Jean-Marie Messier, que moi j'avais connu à l'époque par la musique, parce que moi je travaillais dans la musique, enfin connu, pas personnellement, mais suivi un peu toutes les frasques. Et alors ce chapitre-là, franchement, j'en revenais pas de découvrir encore tout ce pan. Donc ça permet de mieux comprendre comment nous en sommes arrivés là, avec tous les protagonistes impliqués, les agences de l'État, les multinationales, un peu toujours les mêmes d'ailleurs, pas que dans l'eau, pour les scandales. C'est un jeu de chaise musicale souvent. Oui. Voilà, les éléments qui nous polluent, donc les PFAS, les pesticides, les microplastiques, les cosmétiques, les médicaments, ces produits chimiques qui ont envahi notre vie quotidienne pour nous l'améliorer et qui ont finalement envahi toute la planète, et on ne va pas les passer tous en revue parce qu'il faut lire le livre, mais peut-être s'arrêter sur quelques-uns, par exemple les cosmétiques. Tu écris page 54, l'Europe produit près de 20% des microbilles en plastique de la planète, soit autour de 68 millions de tonnes. C'est une matière première dont la taille peut être 70 fois plus petite que l'épaisseur des cheveux, et que l'on retrouve dans les produits de toilette pour le bain et le corps, les crèmes de beauté, les dentifrices. On les retrouvera dans les rivières et les océans, et comme elles sont très hydrophobes, elles accumulent par affinité tous les polluants chimiques autour d'elles. Ce sont de minuscules bombes chimiques dans l'eau, invisibles. Oui, c'est horrible, disons-le franchement, mais je crois que là, ça renvoie précisément à la politique, au sens, espérons-le, un jour noble. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il s'est passé quelque chose de fulgurant qui a commencé, on va dire pour l'essentiel, ça a commencé avec le XXe siècle, et puis ça s'est développé à une vitesse presque exponentielle. C'est quoi? C'est l'industrie de la chimie de synthèse. C'est très important de comprendre ça. Je vais prendre un exemple qui parle à tout le monde, je pense qu'il parlera à tout le monde. En 1874, on a un chimiste qui bricole dans son laboratoire, c'est le cas des chimistes du reste, il bricole et il synthétise. Quand je dis synthétise, ça veut dire qu'il met ensemble, par réaction chimique, il crée une structure moléculaire qui est en fait le DDT, et donc c'est une nouveauté radicale, ça n'a jamais existé, le DDT, il vient de le créer sous nos yeux, quoi. Enfin, il l'aurait créé sous nos yeux si on avait été présent. Et à l'époque, ce chimiste ne sait pas à quoi sert le DDT, il en a aucune idée, il vient de créer quelque chose dont il ne sait pas à quoi ça pourrait servir, et du coup il l'oublie, j'allais dire sur un coin de table, c'est pas tout à fait vrai, mais tu vois ce que je veux dire, il l'oublie. Et en 1939, il y a un chimiste suisse, Hermann Müller, qui redécouvre cette formule moléculaire créée par le chimiste de 1874, qui redécouvre ça, le DDT, et lui, il va faire quelques tâtonnements, et il va se rendre compte que le DDT, c'est prodigieusement efficace comme insecticide.
Alors, c'est une découverte, là, c'est une découverte importante, parce que le DDT peut agir contre les insectes. Et d'ailleurs, ça va tout de suite être utilisé sous forme de poudre par l'armée américaine au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et ils vont comme ça, et alors, paradoxalement, ça va servir, hein, faut pas non plus se tromper, ça va servir parce que ça va permettre de limiter le typhus dans des tas de régions d'Europe dévastées par la guerre, parce que ça va tuer les poux qui propagent le typhus un peu partout. Mais on ne sait pas à l'époque, on ne sait pas, c'est ça, la chimie de synthèse, on ne sait pas. On crée, mais on ne sait rien des suites et des conséquences. Il faut attendre 20 ans de plus, Rachel Carson, 1962, Oui. le printemps silencieux, Mm. pour qu'enfin on commence à comprendre que le DDT est un danger terrifiant pour tous les organismes vivants, y compris les humains. Et ça, la chimie de synthèse, c'est ça. L'industrie chimique de synthèse a totalement échappé au contrôle des humains, au contrôle des sociétés humaines, au contrôle des politiques, ça va de soi. C'est-à-dire qu'elle a toute liberté de bâtir des chimères chimiques en laboratoire. Bon, c'est dingue. Je crois que je cite le chiffre dans le livre qui est un chiffre complètement dingo, parce que je crois qu'actuellement, mais les chiffres sont discutés et discutables, mais l'ordre de grandeur, c'est qu'il existe quelque chose comme 160 millions de molécules de chimie de synthèse distinctes les unes des autres. Il y en a un tout petit nombre qui est commercialisé. Mais c'est comme une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, car comme l'industrie a toute liberté pour introduire partout dans des process industriels des molécules de synthèse, demain, après-demain, peut-être que ça sera utilisé. Il n'y a aucun contrôle. Il y a, les pouvoirs politiques en France, en Europe et aux États-Unis, et dans le monde du reste, sont pieds et poings liés devant la puissance extraordinaire de l'industrie chimique. Il n'est pas question de contrôler quoi que ce soit. Donc le point de départ, vraiment, d'un quelconque contrôle de la qualité de l'eau, ça passe par une réappropriation d'un pouvoir politique sur la manière dont l'industrie de la chimie de synthèse fonctionne. En clair, il faut des barrières infranchissables. Moi, j'estime que ça n'est pas possible d'accepter que l'industrie produise ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut, et que tout ça se dissipe dans tous les milieux naturels. Tu parlais des cosmétiques, mais c'est vrai aussi pour tous les autres produits Oui, bah chimiques, on parce que va en parler, oui. oui, non, mais Oui. ce que je veux dire, c'est la folie première, elle est là. On a laissé l'industrie chimique de synthèse créer des dizaines de millions, 160 millions, peut-être que c'est 200 millions aujourd'hui au moment où je te parle, de molécules distinctes qui nous menacent tous de mort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui. Et en plus, ces éléments-là de chimie de synthèse, même lorsque des preuves scientifiques, des études commencent à montrer que telle ou telle molécule ou substance peut être toxique, nocive, c'est très très long. Beaucoup, on l'a vu dans de nombreux documentaires, depuis Le Monde selon Monsanto et Mm, de Marie-Monique Robin et beaucoup mm, d'autres qui montraient quand même la mauvaise foi, pour rester bien gentille dans ma façon de qualifier ça. Mais à partir du moment où ils savaient, comme l'industrie du tabac, où ils savaient qu'une substance était toxique, là on fait appel à des experts qu'on va soudoyer pour avoir des études qui disent le contraire de la réalité, pour faire du lobbying avec ces études, influencer ceux qui vont voter le fait qu'on accepte ou on n'accepte pas de continuer à autoriser un produit. Enfin, la chaîne est tellement compliquée pour une fois que le mm, produit mm. s'en va sur les marchés, donc dans la nature, pour interrompre la chaîne de causalité, c'est Oui, infernal. oui, tu as mille fois raison. Je veux dire, la chose vraiment première, c'est d'empêcher la production de ces molécules. Parce qu'une fois qu'elles sont produites et disséminées dans les milieux naturels, c'est trop tard. Donc c'est avant qu'il faut agir, ça c'est une certitude. Mais tu vois, concernant les études, eh bien là encore c'est trop difficile, enfin c'est trop court pour entrer dans le détail des choses. Mais pour simplifier au maximum, je dirais que les études
c'est pas exactement bidon, mais c'est un domaine, c'est le domaine de l'inconnaissable. Ça, c'est très difficile d'admettre ça pour un humain, alors surtout pour un humain d'aujourd'hui où on pense avoir des réponses techniques, technologiques à toutes les questions qui se posent. En fait, il y a tellement de molécules et il y a tellement peu d'études en regard, parce qu'il faut comprendre que la plupart des molécules commercialisées, utilisées, ne sont pas étudiées. Elles ne le sont pas du tout. Oui. Et quand elles le sont de manière tout à fait sommaire. Et j'ajoute un dernier point qui est lui aussi fondamental, c'est que personne n'est capable, dans le monde, au moment où je te parle, personne, aucun scientifique, aucun laboratoire n'est capable de savoir ce que provoque, ce que créent les molécules entre elles. C'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. La synergie entre ces molécules, elle est inconnaissable. On ne sait pas. C'est le principe de base de la chimie. C'est des rencontres. Si tu veux, c'est une sorte de danse de molécules. Elles se rencontrent, elles créent d'autres produits dont on ne sait strictement rien. Mais il ne faut pas demander à l'industrie d'être meilleure ou plus morale qu'elle ne peut être. C'est à la politique humaine d'agir et de réagir. Parce que l'industrie, soyons très clairs, tu me parlais de l'industrie du tabac. Pourquoi les industriels du tabac ? L'industrie, elle est amorale. Elle ne se situe pas sur le terrain de la morale. C'est définitif. Comme la petite fable que tu cites avec le scorpion. Oui. J'adore cette fable. Mais donc, comme elle est amorale, c'est pas la peine de lui parler de c'est dangereux, c'est pas bien, c'est ceci, c'est cela, parce que de toute façon, elle n'entend pas, elle n'écoute même pas ce qu'on dit. Parce que le principe de base, c'est de créer de la richesse et de la distribuer le plus vite qu'il est possible entre les actionnaires, et c'est tout. Rends-toi compte qu'aujourd'hui, alors que le chaos climatique menace, une entreprise aussi puissante que Total Énergie en France continue à extraire du pétrole autant qu'il est possible, en sachant parfaitement que la catastrophe est au bout. Donc, c'est inutile de perdre du temps à essayer de convaincre ces gens-là qu'ils agissent mal. Tout le monde le sait qu'ils agissent mal. La question, c'est de savoir, ça renvoie évidemment à la démocratie, à l'idée de démocratie. Est-ce qu'une démocratie digne de ce nom a encore le droit de défendre ses citoyens quand je dis citoyens, c'est pas seulement les humains, c'est les végétaux, c'est les animaux, c'est tout ce qui fait la vie sur cette terre. Est-ce qu'une démocratie digne de ce nom a le droit de laisser partir tout à volo, c'est le cas de le dire, tout à volo comme ça? Donc je reprends. Je vais lire maintenant deux extraits du livre parce qu'en fait j'aime bien aussi par moment lire des extraits parce qu'on peut parler des livres à la radio ou dans les podcasts, mais en fait c'est pour, je trouve, en tout cas moi, ce qui me donne envie de les lire, c'est aussi de saisir le ton et comment l'auteur ou l'autrice parle à son public et le contenu. C'est souvent des contenus assez denses, moi, les gens que j'interviewe, et j'aime que les auditrices et auditeurs puissent prendre conscience que de lire ces livres qui généralement sont accessibles, ça permet de mieux connaître, de mieux comprendre, plutôt que d'être influencé par des vidéos de 30 secondes sur TikTok ou Instagram ou tout ça. Ça permet aussi de pouvoir plus discuter, de pouvoir argumenter, de comprendre vraiment les mécanismes en profondeur. Voilà. Donc, je vais lire deux passages. Donc, on va de surprise en surprise dans tous les domaines, dans le livre, et notamment dans le domaine des études et des alertes, parce que des alertes, il y en a eu beaucoup, et elles sont bien souvent, bien trop souvent ignorées, comme celle que tu cites, page 67, du PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui énonce dans un communiqué du 22 août 2018, je te cite, « Une attention particulière a récemment été accordée aux microplastiques présents dans les environnements d'eau douce et marins, ainsi qu'à la menace qu'ils posent pour les écosystèmes et la santé des personnes. Une nouvelle étude conclut que les effluents des eaux usées traitées sont également des sources clés de microplastiques, ce qui implique que les usines de traitement des eaux usées n'ont pas la capacité de les filtrer. » Le titre du texte est lui aussi merveilleux. Les stations d'épuration, une surprenante source de pollution par les microplastiques. Alors je continue. Et en effet, donc je continue de te citer, des chercheurs de l'université britannique de Leeds ont prélevé de l'eau
à l'amont et à l'aval de 6 stations d'épuration situées dans des bassins versants différents et ont eu la très grosse surprise, et moi de même, c'est toi qui parles, de constater qu'il y avait davantage de microplastiques dans l'eau après le traitement qu'avant. Je répète, car cela semble assez invraisemblable, plus après qu'avant. Par un mystère qui sera peut-être un jour éclairci, les stations d'épuration produisent elles aussi des microplastiques. Ces microplastiques, nous en ingérons beaucoup, nos organes, notre cerveau en sont farcis. Et tu poursuis, page 67, le certain, c'est que c'est toxique. Le 15 janvier 2025, une étude de haut vol à laquelle ont participé des chercheurs du CNRS donne une information presque incroyable. 98% des microplastiques présents dans l'eau du robinet ne sont pas pris en compte par la méthodologie de détection européenne. On ne les compte pas. Or, on retrouve dans l'eau de Toulouse, l'un des lieux étudiés, entre 19 et 1154 microplastiques par litre d'eau, moins en bouteille, plus au robinet. Un autre travail publié en février 2025 démontre qu'il y a bien plus de plastique dans le cerveau des personnes mortes de démence que chez les autres. Et il y a aussi les copieux résidus de médicaments, donc ces stations d'épuration qui semblent avoir été complètement dépassées par les événements. Donc cette phrase, il y avait davantage de microplastiques dans l'eau après le traitement qu'avant. Donc qu'est-ce qui pose problème dans ces stations d'épuration pour qu'on ait des résultats pareils ? Le plus probable, je n'ai pas fait d'études moi-même sur le sujet, Oui. le plus probable, c'est que les systèmes de filtration, qui sont évidemment farcis de plastique en tout genre, par frottement successif, par utilisation répétée de ces membranes de filtration, rejettent des microplastiques. Personnellement, je ne vois que ça comme explication. Sinon, après, on est vraiment dans la magie la plus totale, la magie noire d'ailleurs. Non, je crois que, c'est-à-dire, si tu veux, tu fais entrer une eau dans la station d'épuration, elle contient des microplastiques, elle passe dans des systèmes de filtration physico-chimiques très complexes, avec des systèmes de membranes qui elles-mêmes sont en plastique, et c'est sûr que c'est par abrasion, j'imagine, que des microplastiques, il faut comprendre que les microplastiques ils sont vraiment micros, c'est-à-dire ils sont invisibles, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Et comme tu citais cette étude absolument étonnante du CNRS dans l'eau du robinet à Toulouse, 1180 de mémoire microplastiques dans 1 litre d'eau. C'est incroyable. Bien sûr, on ne les voit pas. On les boit, on les ingère sans se rendre compte. Mais ce plastique, qui est un parfait inconnu pour notre corps, à cette taille-là, ils passent la frontière des cellules de notre corps. C'est-à-dire, ils sont si petits qu'ils traversent nos cellules, ils entrent dans le circuit du sang qui monte au cerveau, ça se dépose c'est invraisemblable. C'est vraiment parce qu'on est complètement saturé d'informations de toutes sortes qu'on finit par accepter d'entendre des choses comme ça sans se révolter. Car le fond de l'affaire, le fond de l'histoire, c'est pourquoi est-ce que les sociétés ne se révoltent pas. C'est incroyable. Il y a une apathie liée sans doute à cette vaste folie qu'on appelle la numérisation du monde et l'usage complètement foldingue de téléphones portables, de réseaux sociaux, de tout ce que tu voudras. Je pense que ça contribue, c'est pas la seule explication, mais ça contribue à rendre les gens complètement amorphes, complètement. C'est des zombies. Enfin, on le voit d'ailleurs, C'est pas là. Tout le monde tous ceux qui veulent voir la réalité la voient. C'est-à-dire que ce système complètement fou transforme massivement les gens en zombies, et des zombies qui ne lisent plus, au cas où on ne le saurait pas, ou qui lisent de moins en moins. Donc tout ça est cohérent, hélas. Et page 82, parce qu'il y a beaucoup de choses étonnantes de cet ordre-là, je trouve, page 82, tu écris « Le dernier congrès de la FNCCR, donc Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, a exploré très timidement 2 voies possibles. D'abord, faire des zones de captage de l'eau potable des territoires sans pesticides, ensuite faire payer à l'industrie agrochimique le coût des traitements nécessaires à court et moyen terme
pour rétablir la conformité de l'eau potable. Mais ça semble vraiment le bon sens. Donc Ah oui, pourquoi ça ah oui. n'avance pas, ça? Pour les raisons que j'ai déjà indiquées, Oui, c'est-à-dire ceux qui mènent là-dedans, ceux qui décident, bon, non, non, grosso modo, les réseaux de grands ingénieurs d'État, ils sont consubstantiellement liés à l'histoire de l'industrie. C'est un problème d'histoire. Ils sont liés historiquement, profondément et définitivement à l'essor de l'industrie. Donc ça voudrait dire se retourner contre leur maître et ça ne se produira pas. Donc oui, c'est le bon sens et les politiques pourraient le faire, mais ils ne s'attaquent jamais à l'industrie, jamais, jamais, jamais. Or évidemment, si une mesure forte législative, si un jour un parlement en France décidait de faire payer à l'industrie agrochimique les dégâts incommensurables qu'elle provoque, notamment au travers de l'eau, eh bien, ce serait fini. La question serait réglée. Elle ne pourrait plus parce que c'est trop cher. Voilà l'exemple des PFAS. Je veux dire, il y a des études que je cite, je crois, enfin des estimations. C'est pas des études, ce sont des estimations vraiment très larges parce qu'en fait, on n'en sait pas. Mais il y a une estimation sérieuse qui a été établie et qui nous dit que pour dépolluer, ça n'a pas de sens puisque les PFAS continuent oui, c'est à être éternel, dispersés. polluant Mais éternel. ils sont éternels, mais on continue à en produire et à en disperser. Oui, Mais il faut en peut-être dire en imaginant, 2-3 mots pour nos auditrices et auditeurs qui ne hmm, connaîtraient pas encore très bien toute cette problématique PFAS. Qu'est-ce que c'est, les PFAS? bah, les PFAS, c'est des produits c'est une famille très vaste de produits chimiques qui servent par exemple d'imperméabilisants, par exemple, mais ils ont des applications à peu près dans tous les domaines possibles et imaginables, dans les vêtements, dans les tapis, dans les revêtements de ceci, il y en a partout. Mais surtout, ce qui est très important, et ça rejoint la question du déferlement de l'industrie de la chimie de synthèse, c'est que c'est tout récent. Or, ils sont déjà utilisés massivement depuis les années 50 et surtout 60. Mais donc, on découvre ça, grosso modo, il y a une dizaine d'années. Et il y a un organisme réputé, très discuté, très controversé, mais très réputé, l'OCDE, pour le commerce et le développement économique. C'est une sorte de regroupement des pays riches basé sur le libéralisme, donc qui accepte le monde tel qu'il va. Et l'OCDE a des experts et des études et tout ce que tu voudras. En 2018, je crois, je ne sais pas me tromper, elle déclarait qu'il y avait 4000, non, au départ c'était 982 dans la vaste famille des PFAS, il y avait 982 molécules distinctes utilisées dans l'industrie. Et puis quelques années plus tard, rectification, ah non, c'est pas 982, c'est 4730. Et puis l'EPA, qui est l'Agence fédérale de protection de l'environnement aux États-Unis, en 2022 dit ah bah non, non c'est pas 982, c'est pas 4730. En fait, cette famille, elle contient 10 000 et je ne sais combien, 10 600 ou 10 700 molécules distinctes utilisées pour l'industrie. Et en vérité, c'est là qu'on voit la folie du système. Aujourd'hui, il y a une institution mondiale qui s'appelle PubChem, qui dépend de la Société de chimie américaine. C'est une institution, c'est la référence mondiale dans le domaine de la chimie de synthèse. Eh bien, ce site, tu peux y aller, nos éditeurs peuvent y aller, ça s'appelle PubChem, PUBKHEM. Aller sur ce site et chercher PFAS. Et tu verras que aujourd'hui, la PubChem recense non pas 10 000 PFAS différents, mais plus que 7 millions, qui ne sont pas tous commercialisés, je m'empresse de le redire, évidemment ça va de soi, sinon ça serait... Bon, mais tout de même, ils ont été synthétisés, ils sont là à disposition de l'industrie et qui a toute liberté de nous inonder avec les PFAS. Donc les PFAS, pour en revenir à la question du départ, Oui. qui sont utilisés massivement partout, et c'est des polluants éternels, forever chemicals, c'est-à-dire la structure chimique des PFAS est tellement stable qu'on pense que ça pourrait durer, que leur structure pourrait rester intacte pendant des siècles, voire des millénaires.
Et ça signifie quoi? Ça signifie que c'est hors de contrôle. C'est ça que ça signifie. L'estimation dont je te parlais tout à l'heure pour dépolluer les rivières qui sont farcies de PFAS à travers toute l'Europe, l'estimation c'est 2000 milliards d'euros. 2000 milliards d'euros, autrement dit, ça ne sera jamais cette somme-là ne sera jamais trouvée et du coup on ne dépolluera pas. Et en effet, si on prenait une fois au moins l'industrie chimique au collet et qu'on l'oblige à payer les dégâts qu'elle fait, eh bien l'affaire serait arrêtée en quelques minutes. Oui. Alors, dans les sujets, parce que moi, on peut pas faire tous les sujets, et puis il faut que nos Non, non, auditrices et auditeurs en découvrent, mais ça m'intéresse d'aller picorer et extraire, parce que par exemple, l'eau de pluie, alors là, vraiment, bravo d'avoir reparlé de ça, parce que moi, ça fait des années que je me demande, je me souviens très bien quand j'étais ado ce sujet des pluies acides dont on nous a tellement parlé et qui ont disparu des radars. Donc je me disais, est-ce que les pluies acides ont disparu? Ou bon, j'ai pas fait de recherche, j'aurais pu le faire. Hein. Est-ce que les pluies acides ont disparu? Est-ce qu'elles sont toujours présentes? Donc tu reparles de ces pluies acides, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, bon, il y a les pluies acides, mais en fait, les pluies tout court sont aussi polluer. Mais pourquoi elle se retrouve polluer notre eau de pluie qui vient là-haut des nuages, jusque là-haut dans les nuages? C'est bon, Mais moi je oui, sais déjà mais oui. puisque j'ai lu le livre, Ah mais oui, pour c'est nos ça. auditrices et auditeurs. C'est relativement simple aussi. C'est-à-dire que on va prendre l'exemple d'une pulvérisation de pesticides sur un champ dans l'Oise ou dans la plaine du Forez. Oui. On pulvérise. C'est un nuage pesticide qui est balancé sur, ou pas, pas forcément hein, sous forme gazeuse, mais sous forme liquide. Seulement, une partie de ce qui est épandu, une partie des pesticides repart vers les nuages sous la forme de vapeur. Il y a une vaporisation de ces produits. C'est calculé, je Oui, cite des je chiffres. l'ai là. Les chiffres de l'INRAE, c'est 25% à 75% des pesticides épandus repartent dans l'atmosphère. C'est page 117 dans ton livre. Ouais, ouais, absolument, c'est une volatilisation de ces produits qui sont épandus. Ça remonte sous forme de vapeur, de gaz. C'est récupéré par les nuages. Tout tard, les nuages se remplissent pas seulement d'humidité et de vapeur d'eau, mais aussi de toutes ces saloperies qui sont épandues et utilisées. Et c'est pas seulement les pesticides du reste, hein. C'est vrai aussi des PFAS, c'est vrai de n'importe quoi. Il y a une partie de tout ce qui est épandu et utilisé repart, ça paraît incroyable, mais c'est vrai, tu t'enduis d'une crème solaire qui contient des molécules éventuellement problématiques, il y a une petite fraction, ça paraît incroyable, tu ne le vois pas, personne ne le voit, il y a une petite fraction qui repart dans le ciel, dans l'azur, et qui va tôt ou tard être récupérée, parce que ce sont des structures qui sont relativement stables, elles ne vont pas disparaître comme ça, c'est sûr que non. Et donc, pour en revenir à l'eau de pluie, il y a une étude, je crois, suédoise, dont je me souvienne, et évidemment, qui est terrible, puisqu'elle démontre que l'eau de pluie partout dans le monde, jusque dans l'Antarctique, où il s'agit évidemment oui, de chute de neige, mais c'est quand même de la pluie sous forme de neige, eh bien, contiennent des PFAS, donc contiennent des poisons toxiques, Oui, même sur l'eau les de plateaux pluie. tibétains, dans Exactement. l'Himalaya, oui. Ah oui, mais il y a de quoi hurler, il y a de quoi hurler. Et personnellement, ça m'atteint en profondeur. Et il y a les PFAS, mais les pesticides. Moi, je me souviens, j'en parle dans le livre parce que ça m'avait frappé à l'époque. J'avais travaillé sur le sujet à l'époque, je sais pas, il y a peut-être de ça 30 ans, je me souviens plus très bien. Mais il y a des recherches de l'INRA. À l'époque, ça s'appelait l'INRA, c'était l'Institut Oui, national oui. de la recherche agronomique, qui a fait des études sur l'eau de pluie dans des villes comme Lille, Paris, Rennes. Et il y avait des pesticides dans l'eau de pluie. On se baladait dans les rues de ces villes-là et on chopait des molécules pesticides sur le crâne. Et alors, depuis, j'ai interrogé l'INRA qui est devenu l'INRAE, on a ajouté environnemental à la fin du sigle, et je les ai interrogés, j'ai essayé d'obtenir des renseignements, mais c'était clownesque. Ben justement, je Euh, l'ai, le petit passage, ah ouais, bon, page c'est pas... 124, où tu Mm. écris encore à propos des PFAS. Les PFAS, je le rappelle et je le rappellerai, s'accumulent dans le corps humain après ingestion. Et leurs effets sur la fertilité et le fœtus, leur rôle dans l'apparition de cancer ou de l'obésité sont parfaitement documentés.
Et je ne te parle pas, parce que donc tu parles à ton lecteur, et je ne te parle pas du cholestérol ou de l'impact sur la réponse à certains vaccins. Selon Yann Cousin, je prononce en français, il n'y a nulle part sur Terre où l'eau de pluie serait propre à la consommation, d'après les données que nous avons utilisées. Et tu dis, j'ai bien sûr interrogé l'INRAE sur ses propres études, et la réponse est non. Non, notre institut de 12 000 salariés ne travaille pas sur l'eau de pluie et ses pollutions. Et pourquoi non, tu as su? Pas du tout. Pas du tout. Bon. Mais c'est idéologique, c'est politique, c'est-à-dire qu'ils ils veulent pas avoir d'emmerde. Ils veulent pas avoir d'emmerde pour la raison toute simple que qui cherche trouve. C'est le fond de l'affaire. Qui cherche trouve. Ils savent très bien qu'ils trouveraient des choses inassumables. C'est pas défendable. Si l'INRAE commence à dire que l'eau de pluie partout en France est polluée par les pesticides et les PFAS, mais je veux dire, qu'est-ce qui va se passer? Parce que derrière tout ça, pour en revenir à l'eau, peut-être que tu allais m'en parler, mais pour en venir au fond des choses, les normes actuelles, les normes de qualité actuelle de l'eau, devraient obliger, oui, oblige d'une certaine manière les autorités de contrôle, les régies qui distribuent de l'eau, qu'elles soient publiques ou privées, les oblige normalement à arrêter la distribution de l'eau puisqu'elle dépasse, le plus souvent, les normes de qualité sont dépassées et parfois ridiculisées. Donc il faudrait arrêter, mais bien sûr on ne peut pas arrêter Mais la tu le distribution décris d'eau. bien en fait dans plusieurs cas, où, que ce soit pour, par rapport, on va en parler après, aux autorisations qui sont demandées pour pouvoir rejeter les eaux qui arrivent des centrales nucléaires dans les fleuves et les rivières Ouais. à des degrés toujours un peu plus chauds, et on demande Mmh. des dérogations pour, en fait, un peu dans tous les domaines. Tu as documenté et on voit que ici et là, on demande à chaque fois à réajuster parce qu'on peut plus s'adapter et faire les choses, livrer des choses correctes et Ils sont obligés de mentir. C'est aussi simple que ça. Le système est arrivé dans une impasse qui oblige les responsables, nos responsables, qui sont pas très heureux de cette situation, à mentir, oui. à tricher, On a vu avec les eaux, là, le grand exactement, scandale, là, récemment. Oui. exactement, Heureusement qu'il y a exactement. des Foodwatch, j'avais fait aussi un podcast avec eux au début de SoSuite Planet, et heureusement qu'il y a des personnes, des citoyens qui se réunissent, qui font des assos, des ONG, bon, après, il y a de tout dans les ONG, mais bon, mais il y a des gens qui bossent et qui lâchent pas l'affaire, quoi, jusqu'à ce que ça sorte et qui obligent à bouger, qui obligent nos responsables politiques à bouger, parce qu'à un Oui, mais ça moment, ne il bouge faut les pas. acculer, quoi. Le problème, c'est que ça ne bouge pas parce que c'est allé trop loin. C'est-à-dire maintenant, il y a l'obligation pour nos responsables je le dis dans le livre, de casser le thermomètre parce qu'on ne peut plus prendre la fièvre au niveau où elle est. Et donc, si on casse le thermomètre, il n'y a plus de fièvre. Tu comprends? C'est ça l'affaire. Et donc, dans le domaine de l'eau, c'est très clair. Il y a l'exemple. C'est un exemple prodigieux, mais prodigieux. Je crois que ça résume toute notre histoire, hein. C'est l'exemple d'un pesticide qui s'appelle le chlorothalonil, qui est interdit en Europe depuis 2020, depuis 5 ans. Donc le chlorothalonil, pardon, pas thalonil, chlorothalonil, eh bien, c'est un pesticide et comme tout pesticide, il se dégrade chimiquement en d'autres structures. C'est ce qu'on appelle un métabolite. Un pesticide, une structure chimique, soit elle reste très stable comme les PFAS pendant des siècles, voire des millénaires, on ne sait pas en fait, mais disons, on va dire des siècles pour commencer, soit elle se dégrade, elle est moins stable que ça, et sous l'effet du soleil, de la pluie, de la nature du sol, de la durée, de tout ce que tu voudras, eh bien ça se dégrade en métabolites. C'est d'autres structures chimiques. Elle ne Donc disparaît pas, elle se transforme donc. exactement, ça se transforme si tu veux, c'est d'autres pesticides en vérité, qui ne sont pas étudiés par définition, puisque ce sont des structures de dégradation. Donc on a le pesticide du point de départ, et ça donne naissance à un nombre X de métabolites. On ne sait pas combien, tout ça c'est la bouteille à l'encre. On va dire 5 ou 6 pour donner une vague idée, une vague ordre de grandeur. Donc un pesticide se dégrade. Mais on sait par des recherches de l'INRAE, que j'ai déjà cité, je ne sais pas, dans ce livre ou dans un autre, on sait avec certitude que certains métabolites, un nombre X, mais
potentiellement importants, sont plus dangereux, sont plus toxiques, sont plus problématiques que la molécule de De départ. départ, oui. C'est-à-dire que le pesticide se dégrade et il donne naissance à des produits chimiques qui ne sont pas analysés, mais si on analyse certains, on se rend compte qu'ils sont plus dangereux. Très bien. Donc ça, c'est le chlorothalonil qui est interdit en Europe en 2025. Là-dessus, l'ANSES donne un avis qui est lié à un autre avis de l'agence européenne qui s'appelle EFSA, mais peu importe, tout ça n'est pas très très important. L'ANSES, qui est notre agence de sécurité sanitaire, qui est censée nous protéger dans tous les domaines de l'environnement, de la santé, du travail, de ceci, de cela, eh bien l'ANSES, en 2022, va livrer un avis que j'ai, que tout le monde peut avoir, qui dit oh là là, le métabolite du chlorothalonil qu'on appelle le R47-1811, ce métabolite, il a un nom joli, hein, R47-1811, eh bien ce métabolite, il est dangereux. Il est dangereux, et parce qu'il est dangereux, il faut le considérer à l'égal du pesticide de départ, le chlorothalonil, qui lui est interdit en Europe. Donc voilà, donc celui-là, il est dangereux, il est dangereux. Très bien. Là-dessus, la même ANSES, l'année suivante, en 2023, publie une étude sensationnelle sur 136 000 prélèvements d'eau potable du robinet partout en France. 136 000, c'est quand même une énormité. Ils ont fait des études, ils ont fait des prélèvements, ils ont analysé ces prélèvements et aux surprises, ils se rendent compte qu'il y a du R47-1811 dans la moitié des prélèvements. Ah, c'est embêtant. Ils viennent de dire que c'était cancérigène et qu'il fallait faire attention, et il y en a dans la moitié des prélèvements. Pire, dans un tiers des prélèvements, ce R47-1811 dépasse la limite admissible. La limite admissible pour un pesticide, qui est 0,1 microgramme par litre d'eau. Bon, alors donc là, il y a un problème de taille. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire avec cette histoire? On a un métabolite pesticide cancérigène, et on en trouve au-delà de la limite admise dans un tiers des échantillons de 136 000 prélèvements. Ah, que va-t-on faire? Et là, c'est la panique à bord. Disons-le franchement, c'est panique à Heureusement bord. qu'on les cherche pas tous, qu'on n'en cherche Non, quasiment pas d'ailleurs. exactement. Et c'est panique à bord, l'ANSES panique, les grandes structures de distribution de l'eau, les régies publiques et privées flippent, pour parler sans détour, et elles ont pas, c'est la panique, parce que qu'est-ce qu'on peut faire? On se retrouve avec une eau qui dépasse les normes, alors on va arrêter? Non, on peut pas arrêter. Alors il se passe quelque chose qui est une manœuvre absolument indigne, à mon avis, et de la démocratie et même de la République, c'est-à-dire que l'ANSES, qui avait dit en 2022 que le R47-1811 était problématique et très probablement cancérogène, eh bien en 2024, donc c'est l'année suivant les 136 000 prélèvements, ils vont revenir sur leur estimation de la dangerosité du R47-1811, et l'ANSES va nous dire ah ben non. Finalement, non, On s'est c'est trompé. pas, on s'est un peu trompé, c'est pas la limite, c'est pas 0,1 microgramme, c'est 0,9 microgramme. C'est-à-dire que c'est une multiplication de la limite par 9. Autrement dit, évidemment, du même coup, toutes les eaux sont bonnes à boire, puisque la limite n'est plus dépassée, la limite de 0 officielle maintenant, qui est devenue 0,9, elle n'est pas dépassée, il n'y a pas de problème. Et Mais est-ce qu'on sait les autres pays, je termine juste leur sur un point, limite Oui, excuse-moi, je vais te dire, mais oui. juste un point, sur quoi s'appuie l'ANSES pour dire ça, pour cette manipulation invraisemblable? Elle s'appuie sur des données nouvelles que lui aurait donné le fabricant du chlorothalonil, qui est le chinois Syngenta, Mmh. et donc il s'appuie sur des données filées par Syngenta, qui est propriété de l'État chinois, et État chinois qui, je le rappelle, est un État totalitaire, qui truque les chiffres constamment, et donc l'ANSES française nous dit il n'y a pas d'inquiétude, car Syngenta, qui dépend du gouvernement chinois, nous a dit qu'il n'y avait pas d'inquiétude. Mais de qui se moque-t-on? C'est effarant. C'est effarant.
Alors, autre sujet qui fâche, l'antibiorésistance, parce qu'on voit bien que si on dit le sujet de l'eau, si comme ça au premier abord, ça ne fait pas forcément se lever les foules et s'intéresser et même écouter le podcast ou lire un livre, on voit bien que quand on montre et on déploie, comme tu le fais, tous les sujets sensibles qui Mmh, sont liés en fait mmh. à cette histoire de l'eau, on voit que c'est quand même très préoccupant. Donc le lien entre pollution de l'eau et antibiorésistance, ça c'est pareil, c'est pas quelque chose qui est évident si on ne se plonge pas dans pourquoi il y a un lien. Il y a comme un cercle vicieux là encore dans cette histoire de lien entre la pollution de l'eau et Mmh. l'antibiorésistance. Et tu cites page 139, une autre étude datée de 2013 dans Science of the Total Environment, pardon pour mon accent Ouais, anglais, ouais. montre le rôle prépondérant des stations d'épuration dans la diffusion de bactéries résistant aux antibiotiques. Alors en quelques mots, le lien entre pollution de l'eau et antibiorésistance. L'antibiorésistance, il faut rappeler que c'est cette résistance que de nombreux humains maintenant développent et qui fait que les antibiotiques ne fonctionnent plus sur eux. Bien sûr, mais en fait, c'est un problème qui est constamment évoqué, c'est-à-dire on utilise massivement des antibiotiques, on utilise follement des antibiotiques. C'était un produit extraordinaire quand la pénicilline et tous les suivants ont été inventés après la guerre, c'était prodigieux. Puisque des maladies horriblement graves et mortelles ont été soignées très rapidement aux familles d'antibiotiques. Mais bien sûr, les bactéries qui sont visées par ces antibiotiques finissent par muter. C'est un processus qui est inévitable, qui se produira tant qu'il y aura de la vie sur Terre. Elles sont confrontées à une attaque, les bactéries. Disons, il y en a, je dis n'importe quoi, mais il y en a 999 qui vont mourir et la millième qui va muter et qui va être résistante aux antibiotiques et qui du coup va être extrêmement menaçante parce que les antibiotiques ne vont plus être efficaces contre cette bactérie. On l'a vu par exemple par exemple le staphylocoque doré, qui est une bactérie très très redoutable. Elle résiste désormais, les souches qui ont été comment dire, au contact de temps et temps d'antibiotiques. Eh bien, les staphylocoques dorés ont tendance à résister et à ne plus être éliminés par les antibiotiques, ce qui provoque des catastrophes. Moi, je connais plein de cas autour de moi, peut-être tu en connais Oui, toi-même. oui. Le staphylocoque doré, c'est une véritable saloperie, c'est très dangereux. Donc, des bactéries résistantes aux antibiotiques, c'est ça. Il n'y a pas que le staphylocoque doré, il y en a beaucoup d'autres. Et bien sûr, tout ça se retrouve dans l'eau. Ça se retrouve dans l'eau avec les résidus médicaments, avec les résidus, parce que les médicaments, c'est comme une histoire incroyable. Dans l'eau qui circule dans nos rivières, il y a des résidus d'anticancéreux, d'antiépileptiques, Mais oui, c'est ça. de, 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 D'antidépresseurs, d'antidépresseurs, d'anxiolytiques. etc. Mais Oui, comment ils absolument. arrivent dans les rivières? Faut peut-être aussi, Bah, c'est pas. par exemple, les sources sont multiples, mais par exemple, quand on jette dans les toilettes, je sais pas, un reste de médicament ou un truc, ça part dans l'eau. Mais ça, c'est multiplié par, ou une usine de fabrication de médicaments, quand elle balance ses effluents, alors ça part normalement de station d'épuration, et on retombe sur les problèmes qu'on a déjà évoqués, c'est-à-dire elles sont inefficaces, et il y a fatalement, un moment ou un autre, on sait quand on cherche, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on cherche, on trouve. Eh bien, quand on cherche vraiment des résidus de médicaments, on les trouve. J'ai plus les chiffres en tête, puis ils sont dans mon livre. On trouve on trouve ça sans aucun problème. Alors, l'antibiorésistance, c'est un problème massif qu'on ne sait pas comment régler parce que on n'arrive pas à trouver de nouveaux antibiotiques plus efficaces. On se heurte à des problèmes qui bientôt seront peut-être, j'espère que non, mais peut-être insolubles. Mm. Parce que maintenant, pour l'instant, on Puis après, il essaie faut de les lutter. supporter. Il faut que le corps humain les Oui, et supporte puis aussi, on fait les des nouveaux. cocktails d'antibiotiques pour être efficaces, par exemple contre des souches résistantes de tuberculose. Il y a eu des cas très retentissants aux États-Unis et à New York avec des tuberculoses contre lesquelles on ne savait plus lutter, alors que la tuberculose, c'est typiquement la maladie qui disparaît grâce aux antibiotiques. Donc c'est vraiment impressionnant. Et il se trouve que ces bactéries résistantes aux antibiotiques qui circulent, qui passent le barrage des stations d'épuration, qui sont dans les fleuves qui se jettent en mer,
Là, il se passe un phénomène qui est tout à fait extraordinaire. Alors, ce qui se jette en mer, c'est ce qu'on appelle la pollution tellurique. C'est la pollution qui vient des fleuves, qui vient du continent, des continents, de la Terre, qui est transportée par les fleuves et qui se jette en mer. Il faut comprendre que c'est un énorme problème. Ça, je ne sais même pas si je dois en parler parce qu'en fait, c'est à la fois angoissant et en même temps, c'est inaudible. Je pense qu'on n'a pas envie d'entendre ce que je vais te dire. Tu le garderas ou tu le garderas pas, mais Vas-y. je vais dire oui. Non, je veux dire, la pollution tellurique, elle est colossale. C'est-à-dire que tu as un fleuve comme la Loire, par exemple, qui se jette dans son embouchure, bien entendu, et par exemple à la hauteur d'une station balnéaire bien connue comme la Baule. Ou bien la Seine, elle se jette, elle aussi, elle se jette tout près de stations connues dans le monde entier comme Trouville ou Deauville, hein, qui sont connues dans le monde entier. Alors ça charrie des pollutions diverses et variées, très importantes, bien entendu. On ne cherche pas. On ne cherche pas parce que derrière ça, il y a l'industrie touristique qui est un des moteurs à réaction de l'économie française. Donc on n'a pas le droit de s'interroger là-dessus. On n'a pas le droit. Donc on ne le fait pas. Mais au douteux miracle, il y a une étude, une équipe d'un laboratoire associé à l'université de Bordeaux, qui a mené un travail pionnier, à ma connaissance sans équivalent en Europe, et bien peut-être dans le monde, avec Madame Mzali, et qui a, entre 2017 et 2020, je crois, ils ont fait des prélèvements de sable, de coquillages, de poissons et d'eau, bien sûr, en mer, dans les eaux de baignade, entre Hendaye et La Rochelle. Donc ils ont examiné tout cela, ils ont regardé qu'est-ce que ça contenait, ces choses-là. Et le résultat est pratiquement incroyable puisque ces analyses, encore une fois sans précédent, auxquelles on a associé le travail des médecins de ville dans la zone concernée entre Hendaye et La Rochelle, eh bien ça a montré quoi? Ça a montré que les baigneurs, évidemment une toute petite fraction, c'est peut-être rien du tout, epsilon, mais tout de même une toute petite fraction des baigneurs pouvaient rencontrer des problèmes de santé redoutables au contact de bactéries résistantes aux antibiotiques, de bactéries multirésistantes qui sont dans l'eau de mer au moment où les gens se baignent, ou qui sont sur le sable des plages, ou qui sont sur les coquillages. Et l'étude évoque le cas, accroche-toi, le cas de gens qui, s'étant blessés, par exemple sur un coquillage sur une plage, évidemment étant affaiblis sur le plan immunitaire, présentant des caractéristiques bien particulières, sans doute, mais on se sont retrouvés avec des septicémies, voire des cas d'amputation, c'est écrit en toutes lettres. C'est-à-dire que ou même des gens qui buvaient la tasse, qui se retrouvaient non pas là, avec des septicémies ou des amputations, mais qui pouvaient avoir des problèmes gastro, hein, intestinaux, etc., etc. Qu'est-ce que ça? Alors, l'enquête, elle a été absolument blackboulée. On n'en a plus jamais entendu parler. Elle a été rendue publique une fois à Bordeaux, avec des responsables qui avaient fait le déplacement, et depuis, silence total. J'ai joint Madame Mzali, qui était la responsable de ce cas. Dans un premier temps, on a eu des échanges à peu près cordiaux, etc. Et puis ensuite, c'était silence total, parce qu'en fait, je m'avance beaucoup, je ne lui ai pas demandé, et si ça se trouve, c'est une erreur de ma part, je m'empresse de le dire, mais il me paraît possible qu'elle se soit sentie, disons, que sa carrière qu'elle ait pu sentir que sa carrière pourrait être entravée si elle parlait un peu trop fort de cette histoire, car derrière cette histoire, il y a toute l'industrie touristique. Il est fatal que la pollution tellurique qui vient des fleuves pollue les eaux de baignade au débouché des fleuves. C'est une certitude. Si on cherche, on trouvera. Et si on ne cherche pas, c'est qu'on ne veut pas trouver. Alors peut-être un petit mot pour aborder un autre sujet que tu abordes page 164 sur les fameuses méga-bassines, parce qu'on voit que ce sujet de l'eau, en fait, donc qui ne nous semble pas forcément très proche au premier abord, je le répète, mais qui rassemble en fait une bonne partie des sujets sensibles du moment.
Et ces méga-bassines, ça ne semble pas encore clair pour tout le monde que c'est une fausse bonne idée. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que là c'est bien expliqué dans ton livre et toutes les personnes qui s'y intéressent, vraiment je leur conseille d'aller lire tout ce que tu as fait comme enquête au niveau du terrain, hein, vraiment le Marais Poitevin, tout ça. Peux-tu nous expliquer là en quelques mots, parce qu'après on Oui, va oui, bien inviter les gens sûr. à se référer Voilà. au livre, mais Ouais. pourquoi c'est pas C'est- une bonne idée? Pourquoi c'est même peut-être une très très mauvaise idée? D'abord, l'eau n'appartient pas à ces gens-là. Ça, c'est fondamental de se rappeler cette évidence. Elle ne leur appartient pas. C'est un plan, les méga-bassines, c'est un plan d'appropriation d'une eau qui est commune, qui est la nôtre, à tous. C'est appropriation par des paysans irrigants, qui sont souvent des paysans intensifs, bien sûr, ça va de soi. Plus on a d'eau à disposition et plus on a des rendements, etc., etc., et notamment des plantes qui sont gourmandes en eau. Le maïs. Oui, le maïs, enfin, c'est plutôt le maïs, c'est pas une plante en soi très gourmande, enfin peut-être si gourmande que ça, mais elle demande beaucoup d'eau en été. Donc voilà, et c'est précisément les méga-bassines. Il faut savoir que en France, il y a 7% d'irrigants dans l'agriculture. C'est-à-dire il y a 93% des paysans qui ne sont pas des irrigants. Donc Tu te rends irrigant, compte ça ce que veut ça veut dire dire? qu'il Qui déploie des utilisent systèmes oui, pour arroser, quoi, pour prendre oui, des par exemple, termes accessibles à tous. oui, excuse-moi, ils prennent de l'eau dans une rivière, en théorie contrôlé, mais bon, on va admettre que c'est contrôlé, même si c'est pas tout à fait le cas toujours, mais donc il y a un contrôle, normalement il y a un compteur, ils prennent de l'eau dans une rivière, par exemple, et ils irriguent leur culture. Très bien. Mais la plupart, 93% des paysans n'utilisent pas cette eau-là. Ils se contentent de l'eau qui tombe de la pluie. Alors évidemment, les rendements sont peut-être différents, les cultures elles-mêmes sont peut-être différentes, mais en tout cas, c'est un truc important. Et les irrigants, qui sont souvent très hautement placés dans tous les systèmes de chambres d'agriculture et syndicales et autres, eh bien, ces gens-là s'approprient de l'eau, creusent des méga-bassines, parfois avec de l'argent public, c'est invraisemblable. C'est de l'argent public au service d'intérêts privés, mais au secours, au secours. Ils creusent ce qu'on appelle des méga-bassines, donc c'est des grands réservoirs, et ils prétendaient au départ, mais parce que tout est fumisterie, disons-le. On prétendait au départ, et on continue d'ailleurs à prétendre parfois, que c'est l'eau de la pluie, qu'on va se contenter de stocker de l'eau qui de toute façon tombe du ciel, et que bon voilà, on la stocke quand il pleut beaucoup en hiver, et en été, au printemps et en été, on la redistribue calmement, ça change rien, grosso modo. Mais en vérité, on sait très bien qu'ils percent la nappe phréatique, ils vont faire des forages dans la nappe phréatique pour alimenter ces méga-bassines, donc c'est un détournement au détriment des écosystèmes, une fois encore, au détriment des rivières, de leur santé, parce qu'il y a de plus en plus, sur fond de dérèglement climatique, il y a de plus en plus de réseaux hydrographiques, de rivières qui ont des niveaux très bas, ils ont des étiages très bas l'été, donc ça signifie quoi? Ça signifie la fin d'une multitude d'organismes aquatiques, de poissons, d'herbes, de tout ce que tu peux imaginer qui vit dans une rivière. Les rivières, si tu les prives de l'eau qui est leur seul destin, il est évident que tu atteins leur équilibre et que tu les fais mourir peu à peu. Oui, puis la Donc il y a un... rivière, c'est pas juste un lit et de l'eau qui coule, ça irrigue des régions, ça irrigue une Bien biodiversité, sûr, bien sûr, les bien sûr. écosystèmes. Moi, je pense qu'on devrait en parler beaucoup plus parce que c'est pas assez évident dans la tête des gens, je trouve, et nos responsables de multinationales, que les écosystèmes, c'est un équilibre précieux de Oui, choses qui interagissent et que quand on les modifie, on déglingue tout. oui, et puis il y a l'idée fondamentale de complexité, c'est-à-dire, c'est-à-dire le discours des politiques, des grands ingénieurs, etc., c'est un discours de simplisme, c'est-à-dire tout doit être réduit à sa plus simple expression. Or, je m'excuse,
de le dire et de le répéter, un écosystème, c'est une complexité, c'est une multicomplexité. Et avant de, comme tu le disais d'ailleurs très justement, avant d'agir à un endroit précis d'un écosystème complexe, il faut réfléchir à deux fois. C'est évident. La complexité, c'est un maître mot dans le domaine de Oui. l'écologie scientifique. Et d'ailleurs, ça se relie à ce que tu disais tout à l'heure, parce que quand tu as parlé par rapport à ces substances chimiques, d'une part des effets cocktails qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas, et des substances qui se dégradent, qui elles, en métabolites, on voit bien que l'ampleur de l'inconnu par rapport à tout ce qu'on injecte dans la nature en ne se souciant pas des conséquences sur les écosystèmes et sur le vivant, c'est dramatique quand même là. C'est dramatique, et plus ça va, et plus les gens qui sont les responsables de ça sont tentés Oui, par le c'est ça. déni, c'est-à-dire Mm. dans les domaines climatiques, on appelle ça le climato-scepticisme, Ouais. mais dans le domaine de la biodiversité, il va falloir inventer un mot pour Mm. désigner cette tentation qui devient de plus en plus forte de nier Oui. l'évidence, de Oui. nier la science. Par exemple, j'ai vu dans les derniers temps, là, il y a une loi qui vient de passer, c'est la loi agricole dite la loi du plomb. Oui. Et là, on a vu mais c'est monstrueux, des gens nier 40 ans ou 50 ans de travaux scientifiques absolument irréprochables et qui font consensus. Ça les dérange trop, et donc ils se contentent de nier. Et ils vont te dire, les yeux dans les yeux, s'ils étaient face à moi, que la science est de leur côté. C'est effarant le niveau de mensonge et de manipulation de ces gens-là. C'est effarant, effarant. Et alors, page 172, à propos d'un avis du Haut Conseil de la santé publique, tu écris « L'avis ne s'arrête pas là », donc je laisse nos auditrices et auditeurs aller lire ce qui précède, « L'avis ne s'arrête pas là. Par exemple, il s'attaque bille en tête aux multinationales de l'agrochimie », donc un avis du Haut Conseil de la santé publique. « Il s'attaque bille en tête aux multinationales de l'agrochimie et à l'agriculture industrielle. Deux points. Pour des raisons financières, éthiques, d'équité et de justice environnementale, principe pollueur-payeur, les coûts engendrés par les traitements ne peuvent pas et ne doivent pas reposer uniquement sur les seuls usagers, plus particulièrement pour les petites communes. » Donc là, c'est très proche de ce qu'on a évoqué déjà tout à l'heure. C'est ce qu'on a envie d'entendre. Ouais. Et donc là non plus, il n'y a pas eu de... Mais parce qu'ils s'en Ça suit foutent, pas. Ouais. c'est consultatif. C'est consultatif, ça veut dire que c'est consultatif. Ce haut conseil, qui est dirigé par des gens assez remarquables, là, qui sont eux aussi des experts de très haut niveau, je veux dire, eh bien, on ne les écoute pas parce que c'est consultatif. Il n'y a Ça veut rien de dire, contraignant. ouais, mais ils s'en foutent royalement, ils s'en foutent royalement. Est-ce que cet avis qui est limpide, est-ce qu'il a circulé? Est-ce on est au courant qu'il existe? Absolument pas du tout. Je pense que je dois être un des premiers, un des tout premiers à l'avoir exhumé de sa poussière. Ouais. Alors, autre sujet sensible quand même dans tous ces sujets reliés à l'eau, qui nous montrent à quel point il faut qu'on se préoccupe de toute urgence de ce sujet de l'eau, parce que l'autre sujet sensible, c'est le nucléaire, Ouais. qui est un sujet toujours de plus en plus présent. Et page 186, tu écris « Pour les poissons et tant d'autres espèces aquatiques, c'est l'enfer. Les rejets d'eau à l'aval sont encadrés, certes, et dépendent des conditions locales, mais regarde plutôt à Paluel, Penly, je ne sais pas si je prononce bien, et Flamanville, on tolère une différence de 15 degrés entre l'eau de mer qui entre et celle qui sort. J'en revenais pas du chiffre là. Au Bugey dans l'Ain, première manif antinucléaire de l'histoire en juillet 1971, c'est de 5 à 7 degrés suivant la saison. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est ces rejets et en quoi ils sont problématiques? Parce qu'en fait, quand même, je voudrais... Si je te demande ça, c'est parce que je trouve assez étonnant que dans la plupart des débats que l'on peut voir entre les pros et les antinucléaires, et quelquefois au sein des écologistes, dans ces débats-là, je trouve qu'on entend parler de l'enfouissement des déchets, des éventuelles catastrophes nucléaires, de tout un tas de problématiques liées au nucléaire ou qui ne sont pas des problématiques selon où on se situe. Mais en tout cas, je trouve que cette histoire de l'eau, moi, ça fait plusieurs fois que j'en parle dans plusieurs podcasts parce que d'autant plus avec le changement climatique et le réchauffement, les sécheresses. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les centrales nucléaires? Mais c'est très simple, c'est très simple. D'abord, toutes les centrales nucléaires sont soit sur le cours de fleuves,
dans le Rhône, par exemple, le long du Rhône, il y en a une flopée sur la Loire, et ou bien au bord de la mer. Bah, pourquoi? C'est évident, il faut refroidir les réacteurs. Il faut refroidir les réacteurs, c'est un principe de base du fonctionnement des centrales nucléaires. Si tu ne refroidis pas les réacteurs, c'est la catastrophe. Donc il faut refroidir les réacteurs. À n'importe quel prix. En fait, est-ce qu'ils ont pensé à ça? Pas du tout. Quand ils ont commencé à créer le parc électronucléaire en France, surtout à partir de 1974, eh bien, tout ça, c'était des questions qui n'existaient pas. Ils étaient fiers d'eux parce qu'ils allaient, c'était juste après le quadruplement du prix du pétrole après la guerre de 1973 entre Israël et les pays arabes. Et donc, voilà, la promesse du gouvernement et de tous ceux qui se sont succédés, mais c'est oublié aujourd'hui, mais c'était des gens d'une arrogance invraisemblable. Donc, à les entendre, on allait régler les problèmes énergétiques français grâce à un très grand nombre de centrales nucléaires. Autrement dit, les gens qui étaient opposés au nucléaire, j'en faisais partie, ne pouvaient pas être écoutés, ça va de soi. Donc, ils ont construit ce parc géant qui fait par tête de pipe de la France le pays le plus nucléarisé au monde. Oui, oui. Il faut s'en souvenir quand même. Eh bien, on a construit donc le long des fleuves et de la mer. Et bien sûr, quand on rejette, donc c'est des quantités d'eau phénoménales, on ne sait pas combien, j'en parle dans le livre, il y a eu toute une polémique, mais c'est beaucoup. Oui. Et Je veux c'est en dire, permanence, c'est toute l'année en oui, c'est en, permanence? oui, Oui. c'est en permanence et surtout à l'aval, tu imagines bien que des fois une modification de la température de l'eau de 2 degrés, de 2 degrés, ça suffit à tuer des poissons, bien entendu, à commencer par la truite, qui est un animal qui a besoin d'une eau fraîche. Et donc tous ces animaux meurent, bien entendu, c'est sûr et certain que ça meurt. Mais comme personne n'étudie les effets, comme tout le monde sont contre-fous, eh bien ça passe à l'as. Mais bien sûr, les conséquences sont énormes, mais c'est toujours le même principe, c'est-à-dire l'indifférence pour l'eau. C'est ça qui relie tous ces points les uns avec les autres. Ça n'existe pas. Le problème n'existe pas. L'eau est au service des intérêts industriels. Ils prétendent que c'est les intérêts humains. Moi, je dis c'est pas les intérêts humains, c'est les intérêts industriels. Donc l'eau est au service des intérêts industriels et donc le reste ne compte pas. Et dans la réalité, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Et les histoires de refroidissement, il y a les centrales nucléaires, il y a aussi les data Oui, bien centers sûr, mais c'est en train d'exploser. Mais, avec mais tout l'intelligence ça, artificielle. Et là, oui, c'est pareil, en oui, fait, on mais c'est réfléchit pas trop à ça, quoi. Alors Mais, qu'on mais on entre s'en dans des fout, on s'en périodes. fout, c'est Ouais. la même chose. Si tu veux, les prévisions sur les précipitations en France sont inquiétantes. On va vers une diminution moyenne peut-être pour commencer, hein, peut-être de 14, je sais pas s'il y a 14 ou 15% des précipitations en France, ou c'est peut-être 17, mais peu importe, l'ordre de grandeur, c'est ça. Donc on le sait, enfin ils disent le savoir en tout cas, les scénarios, les projections disent que bon, forcément, il y aura moins d'eau dans les rivières, il y aura moins d'eau dans le ciel, il y aura moins d'eau dans les sols, etc., etc., etc. Très bien. Donc, mais il faut construire des centrales nucléaires partout, disent-ils, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de propulser ces fameux nouveaux réacteurs nucléaires qu'on appelle les EPR, qui sont problématiques pour de multiples raisons, mais bon, j'entre pas là à nouveau dans le détail. Mais donc on va faire ça aussi avec les data centers parce que le gouvernement français a décidé d'investir, je ne sais pas si c'est 120 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle avec des capitaux venus de pays arabes producteurs de pétrole, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats, etc. Parce que la France n'a pas les moyens d'investir des sommes pareilles. Donc la France se lance dans une immense aventure industrielle et technologique, l'intelligence artificielle, qui va consommer une telle quantité d'énergie que fatalement il faudra de nouvelles installations électriques. Et une centrale nucléaire, ça met très longtemps avant d'être construite et efficace. Donc pendant tout le temps où on va avoir besoin d'énergie et d'électricité, il va falloir la prendre ailleurs, forcément. Et donc c'est une aventure
effarante, Mais d'autant plus et comme les... on fait la promotion beaucoup des voitures électriques et que Oui. là aussi, il va falloir quand même, pour toute cette électricité, on va la trouver où Non, mais les mm, gens les plus lucides dans les cercles dirigeants savent très bien qu'on va vers des problèmes d'électrification en France. On ne peut pas dans le temps annoncé trouver suffisamment d'électricité. Donc on va à nouveau vers des tensions et à mon avis une impasse. Mais rappelle-toi que les data centers, eux aussi, ils ont besoin de très grandes quantités d'eau pour être en permanence refroidis, oui. sinon ça explose. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les data centers, il faut que... Et il y a déjà des conflits de l'eau autour des data centers. Les gens n'en ont aucune idée, mais c'est pourtant vrai, c'est documenté. Il y a un conflit autour de Berlin avec une usine de voitures électriques Tesla, la fameuse Tesla d'Elon Musk. Et il y a un conflit très important dans une région semi-aride, plus sèche que d'autres en Allemagne, donc c'est un conflit d'usage. C'est est-ce que l'eau de la nappe phréatique doit aller aux populations environnantes, dont une partie des habitants de Berlin, ou est-ce qu'elle doit servir à fabriquer des bagnoles électriques de chez Tesla? C'est quand même incroyable. Il y a des conflits aux États-Unis où des villes se battent pour garder le contrôle de nappes phréatiques qui sont surexploitées par des usines, des méga-usines notamment de voitures électriques. Il y a un conflit en Espagne, demain il y en aura en France, c'est évident. Il y a déjà des problèmes dans l'Essonne parce que ces gens-là ont tous les droits. Donc on sait par exemple que pour une usine dans l'Essonne, on fait des forages plus ou moins clandestins dans la nappe phréatique, mais sans contrôle, c'est-à-dire ils ont vraiment tous les droits. Quand tu vois que nos gouvernants laissent faire Perrier et donnent l'autorisation à Perrier de truander pour une eau qui n'est plus d'une eau minérale naturelle, tu comprends que que ce qui se passe partout ailleurs, et avec les data centers, c'est la même chose. Oui. Voilà. Justement, j'avais prévu de dire un petit mot, tu l'évoquais en début de cette interview, page 225, là je cite les nappes souterraines. Cette grande tragédie française. En 1970, notre grand scientifique Jean-Claude Lefebvre Oui. prévient que les nitrates qu'il a retrouvés dans une rivière vont devenir un grave problème à cause du remembrement et de l'élevage industriel. Le directeur régional de l'agriculture de Bretagne lui rit au nez, lui qui est ingénieur des eaux et des forêts, n'a besoin de rien car il sait. En 1985, le ministère de l'Environnement, Chambol Thierry Chambol, ouais. en est l'un des hauts responsables, crée un observatoire national de la qualité des eaux souterraines. Qu'aura-t-il fait ? Rien. Fin 1991, un premier rapport du BRGM tire la sonnette d'alarme. Les pollutions se répandent inexorablement dans les nappes car elles percolent au travers des couches géologiques. Il faut agir, on ne le fera pas. C'est assez désolant cette énumération de constats d'inertie crasse là. Est-ce qu'on peut terminer sur des notes comme quel pouvoir ont les citoyens pour faire changer les choses ? Par exemple, depuis le temps que tu es dans ces observations, dans ces enquêtes journalistiques très poussées, dans des luttes aussi sur le terrain, à celles et ceux qui nous écoutent, toutes générations confondues, qu'est-ce que du recul que tu as, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour les gens qui se disent mais il faut faire quelque chose, comment faire Alors, quelque chose quand on est tout écoute, seul ? moi, en 2018, Oui, j'ai pensé, j'ai créé un mouvement qui a eu beaucoup oui, d'intérêt et de puissance, qui s'appelait le mouvement des coquelicots. Le mouvement des coquelicots, en deux mots, c'est né dans ma tête, et puis ensuite j'ai été aidé par des gens très très valeureux, formidables. C'était quoi? C'était un mouvement pour l'interdiction des pesticides de synthèse. Interdiction, pas de discussion, parce que discuter, c'est perdre. Donc, interdiction des pesticides de synthèse, parce que la question est suffisamment documentée, c'est un danger manifeste pour tous les organismes vivants, donc interdiction des pesticides de synthèse. J'ai rédigé un texte très court, Nous voulons des coquelicots, ça oui. s'appelait Nous voulons des coquelicots, et ensuite on a lancé ça on a lancé ça dans la nature, si j'ose dire, et il s'est passé un truc foudroyant, c'est que ça a répondu massivement. Oui.
C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé très vite, et je n'exagère pas, je l'ai vérifié moi-même, on s'est retrouvé très vite au sommet de cette mobilisation avec 800 groupes locaux Mm. partout en France, qui se réunissaient le premier vendredi de chaque mois devant leur mairie pour réclamer cette interdiction des pesticides de synthèse, qui se comportaient en démocrates, en citoyens, et qui demandaient l'aide finalement de leurs élus pour Mhm. obtenir cette interdiction. Alors ça n'a pas marché partout pareil, dans les grandes villes, par exemple à Paris ça n'a pas beaucoup marché, dans d'autres endroits ça a formidablement marché, ça a formidablement marché en Bretagne et dans d'autres coins, et moins ailleurs, peu importe. 800 groupes locaux, et au total, 2 300 000 signatures en soutien à cette interdiction des pesticides, et dont la moitié obtenue sur Internet, certes, mais l'autre moitié, c'est-à-dire plus qu'1 million de signatures, qui ont été obtenues par les groupes locaux, Très bien. sur le terrain, au contact des gens, à la sortie des trains, dans les rues piétonnes, dans les parkings de supermarchés, etc., etc. Donc c'est un travail populaire remarquable, que moi j'ai jugé et que je juge encore extraordinaire, qui montrait que dans la société, il y a de la vitalité. Il y a de la puissance cachée, camouflée, qu'on ne voit pas, mais qui est prête à sortir quand on trouve les arguments qui conviennent. Et donc, pour moi, ça a été un exemple très très marquant. Aujourd'hui, je t'avoue, tu me demandes, moi, je réfléchis, mais j'ai besoin d'être aidé, je veux dire, c'est sûr, mais je réfléchis à la possibilité de lancer quelque chose un peu sur ce modèle autour de l'eau. Oui. Je gage, je pense et j'espère que un grand appel pour l'eau qui unirait encore une fois les gens, non pas sur une base idéologique, mais sur la base de la défense de ce qui est sacré, car l'eau est sacrée, doit être considérée comme quelque chose de sacré. Et c'est notre Je, intérêt commun, oui. Bien sûr, évident, 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 évident. Donc moi je pense qu'un grand mouvement autour de l'eau en France changerait les choses. Pas, peut-être pas fondamentalement, et en tout cas pas tout de suite, mais permettrait d'unir des forces disponibles. Il y a des forces disponibles, il faut les faire surgir et les rassembler. Et donc là, devant toi, je lance un appel à quiconque m'entendra pour que on réunisse nos forces respectives dans un vaste appel pour l'eau, et qui tournerait autour d'une question, enfin, extrêmement simple, qui changerait la face du monde. C'est-à-dire, au lieu de se battre sans arrêt, perpétuellement pour la dépollution de l'eau, alors qu'on voit très bien que ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher, car les pollutions sont trop diffuses, sont trop massives, sont trop complexes. Au lieu de se battre bêtement pour ça, au bénéfice exclusif des grandes sociétés privées. Parce que qui a intérêt à ce que l'eau soit polluée? C'est bête ce que je vais te dire, mais c'est facile à comprendre. Les sociétés qui vendent de l'eau, elles ont intérêt à ce que l'eau soit polluée pour la raison très simple qu'elles vendent des systèmes de dépollution de plus en plus perfectionnés, de plus en plus sophistiqués et de plus en plus coûteux aux collectivités, aux mairies, aux régions, etc., Mais ce etc., sont etc. les mêmes, ce sont ceux Oui, qui, ce sont les mêmes, c'est eux bien sûr. qui fabriquent ces systèmes-là. C'est Ah pas oui, des bien sûr. entreprises Ah non, 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 mais bon, et si tu veux, il y a une fraction très importante des stations d'épuration qui sont la propriété de Veolia, Suez et de la Sorgue, mais bien sûr, évidemment, mais c'est un système totalement pervers, c'est-à-dire que elles ont intérêt à la pollution, et nous, on n'a pas intérêt à la pollution, on a un intérêt profond à ce que l'eau ne soit plus polluée, et c'est ça, c'est une révolution de nature copernicienne Oui, tu qu'il le. faut mener Mm. ensemble, c'est-à-dire clamer haut et fort que l'eau ne doit plus être polluée. C'est ça l'objectif. Et bien sûr, il ne peut pas être atteint en 5 minutes, ni même en quelques années, je le sais, mais il faut proclamer la direction dans laquelle on s'engage. C'est-à-dire l'eau ne doit plus être polluée, et donc tous ces systèmes de dépollution doivent progressivement disparaître. Comment est-ce qu'on peut ne pas plus polluer l'eau? Ça paraît impossible, mais je n'ai pas envie d'entendre ça. Je dirais que c'est la bonne direction. Il faut modifier les process industriels, les process agricoles, les process domestiques, pour faire en sorte qu'il n'ait plus le droit légal de polluer l'eau. Si on considère que l'eau est sacrée,
si on considère que polluer l'eau est un crime, alors toutes les structures qui utilisent l'eau pour leurs services divers et variés, que ce soit les paysans, que ce soit les industriels, que ce soit nous-mêmes, au travers de nos piscines privées, au travers de la neige artificielle dont on a besoin, soi-disant, pour pouvoir aller skier encore dans des stations où il y a de moins en moins de neige, que tous ces process industriels, agricoles et domestiques soient progressivement transformés de manière à ce que l'eau ne soit plus polluée. Et ça, c'est l'objectif final et qui devrait être celui de toutes les sociétés humaines. Je dis bien de toutes les sociétés humaines. Ça, c'est un sujet qui est susceptible d'unir toutes les sociétés humaines autour de cette valeur suprême qu'est l'eau. Mais d'une certaine manière, c'est évident. J'ai l'impression de pousser une porte ouverte. C'est évident. Il faut arrêter de polluer. Il faut se battre pour l'arrêt de la pollution des eaux. Oui, Pas une limitation. Travailler sur les causes plutôt que sur les conséquences. C'est comme dans la santé, hein, d'ailleurs. Bah oui. C'est toujours le même. Et tu l'écris, page 296, tu mets « Il faut abandonner la dépollution car elle est le dernier clou sur le cercueil de nos illusions. » Il faut se battre ensemble pour que jamais nulle part, en aucun cas, on ne s'avise d'attenter aux équilibres de l'eau. Je vois bien que c'est impossible, mais je vois davantage encore qu'il faut y parvenir. Et dans cette dernière partie, d'ailleurs, il y a un changement du ton que j'ai trouvé assez sensible, mais enfin très net, où après avoir raconté de façon journalistique, même si le ton est sympathique, mais avec des choses très factuelles, tout ce que tu racontes, tout ce que tu dénonces et tout ce que tu expliques, et les historiques et tout ça, on arrive sur un chapitre qui est très poétique, et où en fait, pour arriver justement dans ce monde plus sensible qui manque en fait, dans cette dimension qui manque à tous ces gens dans leur rapport à l'eau et à l'argent, là, dans tous ceux qui nous ont menés dans ce mur. Et là, dans cette partie-là, tu fais un lien avec des personnages d'un livre et d'un film, je dois l'avouer que je n'ai toujours pas vu ni lu, Dune, et tu incites à les prendre en exemple. Mais bien sûr, mais c'est évident. Mais qui sont-ils? Parce que je vais te dire qui c'est, mais c'est des personnages formidables. D'abord, il y a un auteur américain qui s'appelle Frank Herbert, qui en 1965 écrit une série monumentalement connue par tout le monde, bien sûr, mais qui a beaucoup circulé, qui est une série en 8 épisodes, en 8 tomes, qui s'appelle Dune, dont je n'ai lu que les 2 premiers tomes parce que je savais qu'après ça partait dans des guerres, etc. J'avais pas envie de perdre le bonheur intense que j'ai ressenti à la lecture des 2 premiers tomes. De quoi s'agit-il? C'est une sorte de fable écologique merveilleuse. C'est une planète, Dune, c'était une planète comme le Sahara. C'est super aride, on va dire c'est le Sahara pour aller plus vite. C'est une planète qui est très convoitée dans ce qu'on appelle l'Empire, c'est-à-dire c'est un monde dans lequel beaucoup de planètes sont habitées, et il y a un peuple qui domine les autres, comme souvent, et qui s'installe sur Dune à la recherche d'une épice bleue qui a des pouvoirs importants. Bon, peu importe, et voilà. Donc il y a une richesse cachée sur Dune qui est l'épice. Et ce peuple dominateur militariste qui fait penser à toutes les armées du monde, tout autant criminelles les unes que les autres. Et ce peuple croit et veut croire que les Fremen, qui sont les habitants, les autochtones de Dune, le peuple des Fremen, c'est-à-dire des peuples libres évidemment, il veut croire que les Fremen ont disparu où il reste peut-être quelques individus cachés dans les recoins du désert, puisque c'est un désert fondamentalement, et donc ça les arrange de croire que les Fremen sont un peuple ancien dont on parle de manière un peu mythologique, etc. En vérité, les Fremen ont survécu, se sont adaptés à l'extrême aridité de leur planète. Il leur arrive plein d'aventures sur lesquelles je passe, mais c'est merveilleux. Et en fait, ils capturent l'eau
depuis des siècles et des siècles et des siècles, avec des espèces de grandes étoffes, comme on fait d'ailleurs aujourd'hui encore sur les côtes péruviennes, où on attrape le brouillard avec des grands trucs pour récupérer de l'eau. Eh bien, ils récupèrent, mais tout ça s'écoulant sur des siècles, ils récupèrent donc l'humidité de l'air de cette planète pourtant aride, et à force de considérables efforts, ils parviennent à remplir de très grandes piscines, de très grands réservoirs souterrains dans des espèces de grottes cachées donc à la vue des envahisseurs, quoi, des envahisseurs, et il y a de l'eau. Pourquoi y a-t-il de l'eau cachée dans ces réservoirs si profonds? Parce que le but des Fremen, c'est de réensemencer la planète, c'est de vaincre l'aridité de la planète, c'est de rétablir, de faire revenir la vie sur cette planète aride. Et on sent qu'ils sont en mesure d'y arriver car ils sont organisés pour cela. Et l'eau, bien sûr, dans cet univers aride, l'eau, c'est bien plus que précieux. C'est attenter à l'eau, c'est commettre un crime contre toute la communauté vivante des Fremen. Et ils ont donc inventé, ils ont inventé une combinaison individuelle qu'on appelle un distill. Et chacun porte un distill sur lui qui lui permet de récupérer en permanence, où qu'il aille, quoi qu'il fasse, de récupérer son urine, de récupérer ses excréments, de les transformer en eau, de récupérer sa sueur, de récupérer tout ça. Avec cette combinaison extraordinaire, ils ne perdent, je dis ça de mémoire, mais ils ne perdent peut-être que 3 grammes d'eau par jour, etc. Donc c'est extrêmement économe en eau, et évidemment ils n'ont même plus le droit de se battre entre eux, car se battre c'est risquer de faire surgir le sang c'est de l'eau, hein, rappelons-le, c'est de l'eau, le sang c'est de l'eau, et donc ils ne peuvent pas le faire, et ils considèrent évidemment que l'eau est totalement sacrée, quoi. On ne peut pas attenter à l'eau. L'eau est et moi je dis en effet dans la fin de mon livre que mon souhait le plus cher, et il est sincère, il est profond, il est ancré en moi, c'est que nous devenions peu à peu des Fremen. C'est-à-dire qu'on admette l'évidence que l'eau nous constitue, que le désastre de l'eau lié aux activités industrielles, c'est quelque chose qui est impensable, et il faut qu'on se batte ensemble comme des Fremen, de manière à ce que l'eau redevienne ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire un constituant vital de nos organismes et de celui des animaux et des végétaux, que je ne veux jamais oublier, et d'ailleurs que je n'oublie jamais. Oui. Oui, parce que nous, c'est vrai qu'on a tendance dans nos civilisations ici maintenant à oublier ce que chez certains peuples autochtones, il y a des liens qui sont très évidents, et une harmonie dans les interdépendances qui leur sont concrètes. Et nous, malgré toute notre science, on a perdu quand même une certaine conscience. Mais on est des crétins, Oui. est des crétins organisés, on est des crétins riches, des crétins affublés d'atours technologiques, mais on est des vulgaires crétins, puisqu'on ne comprend même pas ce qui se passe, et on fait disparaître par exemple par milliers des formes vivantes qu'on n'a même pas encore eu le temps de regarder et de voir ce que ça voulait dire, etc. Parfois, on ne sait même pas les nommer, elles ont déjà disparu. Bien sûr, ça n'a jamais existé, hein, une espèce dans l'histoire de la vie sur Terre qui détruise la vie en sachant le faire, en sachant qu'elle le fait. Et on le sait très bien qu'on le fait, et on le fait. Donc, Oui. qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est pas la marque d'une crétinerie monumentale? Si. Ben oui, ben oui. On va se quitter plutôt sur la belle perspective de devenir Fremen et de reprendre conscience devenons tous des Fremen. de tout ce vivant sacré, et même que l'on y mette une dimension spirituelle ou pas. Il n'y a pas besoin même d'une dimension spirituelle, c'est sacré dans le sens où c'est indispensable pour la survie du vivant. L'eau, c'est nous. Mais oui. Je veux dire, c'est ça qu'il faut dire et répéter. L'eau, c'est nous. Est-ce qu'on peut accepter d'être devenu un dépotoir? Car c'est ça qui s'est passé. C'est qu'on est devenu un dépotoir.
Oui, et le cycle de l'eau qu'on apprenait à l'école, les nuages, et puis ça Ouais, tombe sur les forêts, et ça ouais. remonte. Et en fait, en le lisant, ton livre, je le visualisais, ce cycle, et on voit le cycle des polluants, en fait, Oui, c'est ça, qui fait le tour, exactement. pareil, avec C'est terrible, c'est terrible, trimballé c'est par terrible. l'eau maintenant, C'est et nous terrible, c'est avec, terrible, et on c'est est terrible, tous là à c'est terrible, tourner c'est comme des terrible, hamsters c'est dans notre terrible, petit c'est trou de... terrible, c'est terrible, c'est Voilà. terrible, c'est terrible, c'est Donc terrible. j'aime Ouais, bien ok. l'idée d'inviter à quitter les cercles vicieux pour créer des cercles vertueux. Ah oui. Donc on va Ouais. inviter toutes celles et ceux qui nous écoutent déjà à tu lançais un appel. Oui, Mais les ouais. personnes qui souhaiteraient répondre à ton appel, ils peuvent te contacter comment du coup? Ah, attends. On les envoie vers, il y a un Oui. site, il y a... Écoute, je vais réfléchir, je vais t'envoyer un truc, je t'enverrai ça, D'accord, je vais y penser. ok. Je le mettrai dans le texte du On va podcast. faire, oui, on va faire une adresse pour avec les coquelicots. Je vais me débrouiller, je vais trouver un D'accord. truc. Bon, Ouais. très bien. Voilà, donc Fabrice Nicolino, un grand merci. Je rappelle le nom de ce livre dont nous avons parlé longuement, et pour que nos auditrices et auditeurs, je le rappelle, aient accès à de nombreuses connaissances, des faits, des choses avec lesquelles ils pourront eux-mêmes argumenter par la suite. Le titre du livre, c'est l'eau qu'on assassine, de Fabrice Nicolino. Je vais mettre, comme d'habitude, dans le descriptif de ce podcast, que ce soit sur votre appli de podcast ou sur le site sosweetplanet.com, le descriptif du podcast. Dedans, vous pourrez trouver les liens vers des choses que l'on a évoquées, et aussi le lien, comme d'habitude, vers le site des libraires indépendants, où vous n'aurez qu'à cliquer pour pouvoir commander dans une librairie proche de chez vous ce livre, qui est donc paru le 21 mai aux très belles éditions Les Liens qui libèrent. Rien que le titre, déjà, c'est tout un programme. Un grand merci, Fabrice, pour tout ce temps que tu nous as accordé. Ben, mais c'est moi qui te remercie, figure-toi, j'ai passé un très bon moment et Merci. vraiment, mais c'est vrai. Merci beaucoup. Voilà, donc je suis ravie de pouvoir mettre à la disposition des auditrices et auditeurs de SoSuite Planète ce beau contenu, en espérant que, voilà, n'hésitez pas toutes et tous à partager ce podcast, à partager la page sur laquelle il va être sur le site SoSuite Planète, où généralement il y a un petit peu plus de visuels, de liens et tout ça. Partagez au maximum à celles et ceux autour de vous qui peuvent être intéressés, et surtout à celles et ceux qui ne peuvent pas être intéressés. Voilà, parce qu'il faut qu'on soit de plus en plus nombreux quand même Oh maintenant oui. à avoir conscience de tout ça. Bonne continuation, je vais suivre l'appel, La suite, ouais. puis bonne continuation avec ce livre aussi. On lui souhaite une belle et longue vie parce qu'il est fort utile. Voilà. Voilà, ben, c'est bon. Non, mais c'est vrai ce que je te dis, j'ai passé un très bon moment, donc je t'en remercie vraiment. Bon, bah merci beaucoup à Vraiment. toi. Ouais, ouais. Je regarderai ça avec Oui, intérêt et plaisir, ok. et puis bah, c'est super. Voilà. Merci. À bientôt À Anne. une prochaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de me mettre une bonne note sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de me laisser un petit commentaire. Ça, vous pouvez aussi le faire sur Spotify maintenant. SoSuite Planète, c'est un site et un podcast indépendant. Merci donc de soutenir mon travail à partir de 3 € par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode.